Bonjour, bonjour. Je suis avec Aurélien et Sertel aujourd'hui. Je m'appelle Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan de réaliser des interviews pour mettre en lumière des hommes inspirants, des hommes en marche. Et je suis ravie, Aurélien, de t'accueillir aujourd'hui pour te permettre de témoigner en fait de qui tu es, de ton cheminement en tant qu'homme. Voilà, on va échanger là-dessus de manière la plus authentique et spontanée possible ensemble. Alors peut-être que dans un premier temps, je vais t'inviter à te présenter en voilà, quelques mots, quelques phrases que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent. Bonjour Virginie, merci pour cette interview, de proposer cet espace pour des hommes justement de venir déposer des parcours. C'est super. Et voilà, je célèbre ton initiative. Très, très rapidement pour me présenter. Alors, Aurélien, sous l'angle de l'homme, c'est cet angle-là que je vais apporter aujourd'hui du coup. Euh, Je pense être le produit, vraiment le parfait produit de cette société. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille classique. Enfin, classique. Oui, classique. C'est en gros papa, maman, papa qui travaille, maman qui travaille. Bref, un schéma de vie assez classique avec un bel environnement, un bon environnement, aimant, etc. Euh, je suis quelqu'un qui j'étais toujours un garçon très joyeux, pétillant, et, et finalement, le produit de cette société m'a amené à faire des études, à répondre aux injonctions de, voilà, ben, quand tu réussis un petit peu l'école sans trop faire grand-chose, ben, voilà, tu pousses un petit peu. Et puis, j'ai été nourri par de nombreuses passions, le sport, la musique, bref. Je suis le cliché du gendre idéal. J'aime bien dire ça, en fait. Je suis le cliché du gendre idéal. Dans le sens, je suis bien sur tout rapport, je bois pas, je fume pas, euh, euh, j'ai un, j'ai un bon diplôme d'ingénieur, j'avais un très bon cadre, un statut, j'étais ingénieur dans les mines en Afrique. Je suis pas trop dégueulasse physiquement, je suis plutôt en très bonne vitalité. Bref, j'ai vraiment tous les attributs du gendre idéal. Donc ça, c'est pour le volet, en fait, quand je dis que je suis le produit de cette société, dans le sens où, et je le dis clairement, et je l'assume finalement, en tout cas sur cette période de vie, qui était, je me posais pas tant de questions que ça, en fait. Et je me suis posé des questions à l'âge de 25 ans, 26 ans, et c'est là où j'ai changé complètement, j'ai fait un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que j'ai été à l'opposé inverse de ça. J'étais en réaction. C'est-à-dire qu'en gros, n'ayant pas vécu vraiment pleinement peut-être une adolescence rebelle vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa famille, etc., de la société, j'ai été à l'opposé inverse où justement de cette vie d'ingénieur en Afrique de l'Ouest, une carrière florissante, etc., bah, j'ai été à l'opposé, vivre avec des punks à chiens dans un squat avec un groupe de personnes dans lequel j'ai initié des communautés, une communauté à la campagne, une communauté en ville, artistique. C'est là où j'ai découvert du coup le monde de la permaculture, de l'agroécologie. C'est là où j'ai découvert le monde du développement personnel ou spirituel, le monde artistique. Bref, j'étais dans l'opposé complètement inverse où j'étais contre l'argent, contre la réussite, bref. Donc j'étais encore le produit de la société, mais en réaction. En réaction, ouais, les deux opposés. Donc, pour ça, je dis que j'étais aussi le produit de la société, parce que comme j'ai réagissé, ben, j'en étais encore agi par ces méandres, ou en tout cas ces jeux sociétaux. Et puis j'ai découvert la philosophie, j'ai découvert la sagesse orientale et occidentale, qui m'a permis vraiment de vivre une connexion profonde à mon âme, à ce que je peux appeler vraiment mon âme, c'est quelque chose qui, t'as beau ne pas être spirituel, t'as beau ne pas être religieux, mais il y a un moment où tu es touché par quelque chose qui te transcende en fait. Donc j'ai vécu une forme de transcendance qui m'a amené en fait une vision, qui m'a amené en fait une, une, une nouvelle vie, un nouveau regard sur ce que je portais vis-à-vis de moi-même. Le fait de me dire waouh, mais en fait cette société, tout ce qui se passe, c'est la Maya quoi.
l'illusion, c'est une illusion dans laquelle on vit, tu vois. Et j'ai pris conscience qu'on vivait dans une illusion et en fait, on ne crée que chacun sa propre réalité. Et j'aime dire que on vit dans un réel, mais on partage une infinité de réalités. C'est-à-dire qu'il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains sur Terre, qu'il y a d'animaux sur Terre, qu'il y a d'éléments sur Terre. Il y a autant de réalités, il y a d'unicité, mais il y a un réel dans lequel on partage tout ce réel. Et ce réel, il est fait de voiles, de plein de choses qu'on a devant nous, et on va faire nos projections au travers de cette illusion pour pouvoir justement nous donner un sens à la vie. Donc, pris conscience de plein de choses comme ça, en mode, mais putain, et en fait, qu'est-ce que je fais dans cette Il société? y a un déclic pour ça ou pas spécialement, ça s'est fait un peu plus de Non, non, il y a eu une éducation à ça. En gros, c'est comme si j'avais éduqué mon ego, ma personnalité, donc le Aurélien qui, lui, se sentait unique et sentait qu'il avait, voilà, qu'il devait bosser, qu'il devait jouir de cette vie. J'ai été, non, je dirais pas que j'ai eu c'est un truc, ça a été une éducation. Donc j'ai été éduqué notamment par ma rébellion à cette société. Elle m'a éduqué parce que du coup, ça m'a amené non plus à voir qu'il y avait euh, que les gentils d'un côté et puis que les méchants. Donc en gros, c'est comme si j'expérimentais cette dualité. Il y a les gentils et les méchants. Quand j'étais en rébellion, ben, j'étais le gentil qui était contre les méchants et le méchant, c'était la société, l'argent, le pouvoir, etc. Donc ça m'a éduqué à comprendre et voir ces mécanismes de réaction pour voir que finalement, bah, il n'y a ni gentil ni méchant, il y a juste des expériences. Donc c'est une éducation jusqu'à être éduqué de manière avec notamment les sagesses philosophiques, que ce soit par l'Orient, par l'Occident, le fait de comprendre en étudiant finalement des philosophes, des maîtres de sagesse, ça a éduqué, c'est comme si c'était venu affûter finalement un réceptacle. C'est comme si j'avais emprunté un chemin qui m'avait affûté pour recevoir un moment où, par contre, ce moment, il y a un moment où ça se passe, c'est comme ça, quoi. Ça te tombe dessus. Certains diraient, je sais pas, un éveil, ou je sais pas, on peut le nommer comme on veut. D'autres, ça passe par la maladie. Il y en a d'autres pour qui ça passe par la mort d'un proche. Bref, il y a un moment où tu es traversé par quelque chose qui te transcende, qui te dépasse, pour lequel ton ego il lâche prise parce que là il a plus de malgré l'intelligence, il a plus assez de ressources, de connaissances pour pouvoir donner du sens. Et donc il y a un moment où il n'y a plus de sens, c'est tu ressens. Tu passes du sens au ressentir. Donc ça a été un moment charnière où je me vois très bien en fait dans un moment de communion avec d'autres personnes, à être traversé par quelque chose ouais, qui me dépasse et je me vois pendant une demi-heure à pleurer toutes les larmes de mon corps sans savoir, sans être malheureux, sans être heureux, de juste être traversé par quelque chose, quoi. Et j'ai été très bien entouré à ce moment-là, où d'autres personnes savaient ce que c'était, et donc du coup, j'ai été euh, initié d'une certaine manière, avec, j'y mets des grandes guillemets, mais j'ai envie de dire, j'ai été initié d'une certaine manière parce que j'ai touché la transcendance avec des pères, avec d'autres hommes, justement, qui, euh, qui m'ont guidé en ce chemin aussi. Voilà, et puis et donc du coup, oui, quand tu touches ça, après, ben, tu vis un chemin différent, dans le sens où tu donnes du sens différent à tes épreuves. Tu tombes plus, ou en tout cas, tombes plus, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça, mais tu tombes moins sous les illusions des injonctions de la société, même si tu peux en être très agi, et moi, en tant qu'homme, typiquement, comme je disais en préambule, je suis ici de ce modèle, de de ce produit du gendre parfait qui finalement répond très bien aux normes, mais qui a quand même une part de lui, en fait, une forme une étincelle, une petite flamme à l'intérieur qui mine de rien, est toujours été là et qui lui suggère très silencieusement que une autre vie est possible. Et que du coup, ce chemin d'homme, maintenant, si je reviens vraiment sur ce chemin d'homme, c'est un peu long, tu me dis, hein, si tu veux recadrer, hein, mais c'est important. Je pense que toutes ces données sont des marqueurs, tu vois, pour comprendre. M'ont amené finalement
à découvrir un petit peu une forme de mission, ou plutôt de me sentir porté par des œuvres. Pas en tant qu'artiste, c'est-à-dire des œuvres que je pourrais transformer via la musique, apporter des œuvres littéraires, musicales. Moi, je me sens animé et porté par des œuvres qui sont plutôt à impact sociétal d'œuvres humaines. Et du coup, j'ai tout ce que j'entreprends depuis tout ça, depuis que j'ai été touché par cette grâce, je suis toujours animé par le fait de créer des projets qui peuvent inspirer le monde. Et du coup, peu importe les formes des projets, mais je trouve toujours le moyen que dans ces projets, j'inspire ou je sois l'élément catalyseur pour allumer une flamme en face de moi. Et vraiment, c'est pas que j'ai envie de faire ça. C'est juste que c'est ce qui se passe de manière. Donc aujourd'hui, je l'accepte et je sais que j'ai une énergie très propice à créer ça. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que va dans une agence d'intérim pour dire, bah, moi, mon truc à moi, c'est ça, en fait. Moi, mon truc, c'est que je sais allumer la flamme intérieure des hommes et des femmes. Va voir une agence d'intérim, tu leur dis ça. Donc, du coup, moi, ben, ce que j'ai trouvé comme moyen, c'est de créer des projets, d'initier des choses. Comme je dis souvent, je suis un piètre entrepreneur. C'est que le problème avec moi, c'est que c'est pas mon moteur principal, l'argent. Pas du tout. C'est un problème un petit peu parce que du coup, il y a un moment où il en a besoin mais c'est pas mon moteur. Donc du coup, je suis toujours drivé et nourri par des idées. Il faut que je sois bien entouré autour de moi pour gérer la partie matérielle, etc. en fait. Pour que l'énergie que je sais mobiliser pour impulser, insuffler un projet puisse derrière être. C'est comme si moi j'avais une capacité à pouvoir passer du 0 à 1. En gros, il n'y a rien et puis il y a quelque chose. Et après, il faut d'autres énergies pour qu'ils viennent entretenir, nourrir, bâtir. Tu vois, c'est d'autres énergies pour lesquelles je suis pas très bien pourvu aujourd'hui. Donc, j'ai créé de très beaux projets qui ont été, certains d'entre eux, saisis par d'autres personnes et qui ont créé des projets merveilleux. L'un des plus beaux projets pour lequel je sais être l'initiateur, mais pour lequel aujourd'hui je n'ai absolument aucun lien avec ce projet, c'est un projet d'école alternative. J'étais l'initiateur parce qu'à l'origine, j'ai créé cette idée de que ce soit possible. Fait et mis en place les ressources ou les possibles pour que ça puisse émerger. Et après, allez, c'est plus besoin de moi. Ce rôle d'initiateur et de voilà, d'initier des projets, lancer des choses. Exactement. Donc, alors ça, c'est un projet parmi d'autres, hein, mais le dernier en date qui est le plus représentatif de ce que je peux faire et mes œuvres, c'est les aventures audacieuses. Les aventures audacieuses sont typiquement l'expression de l'une de mes œuvres qui rassemble des besoins sociétaux, collectifs et individuels au travers de quelque chose qui permet de créer la magie de la vie. Et les aventures audacieuses sont la quintessence de ce que moi je pense avoir touché et contacté dans cette vie, qui est que la vie est magique, au sens propre du terme. Vraiment. Mais comment tu vas te faire dire et comment tu vas faire vivre aux gens ce qu'est cette magie quand tu as cette compréhension? Parce que toi, je sens dans ce que tu me partages, tu le connais, tu sais ce que ça veut dire la magie de la vie. Mais la plupart des gens qui nous écoutent, si c'est des hommes notamment, avec leur cerveau très rationnel et très cartésien, ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ça ne parle pas la magie de la vie. La magie de la vie, pourtant, ils l'expérimentent tous les jours. Certains vont parler de synchronicité, certains vont parler de la loi d'attraction, certains vont parler de chance. Non, ça s'appelle la magie de la vie. Et la magie de la vie, elle ne se provoque pas. Elle est toujours là. La seule chose, c'est qu'il faut savoir s'ouvrir à elle, en fait. La magie de la vie, elle est toujours disponible. C'est comme si on parle de loi d'attraction, d'abondance. C'est toujours présent, toujours. Il n'y a pas un moment où il y a des horaires de dire, ben tiens, de telle heure à telle heure, il y a de l'abondance et après c'est fermé. Non, il y en a toujours. C'est tout le temps en fait disponible. La magie de la vie, c'est pareil. Donc les aventures audacieuses sont l'expression de vous allez vivre quelque chose, pas dans un endroit fermé où on va vous expliquer, on va vous faire vivre de manière clos.
C'est Vous allez aller dans le monde réel. Et dans ce monde réel, vous allez vivre ce que c'est la magie de la vie. Ça, c'est une œuvre que j'ai impulsée, insufflée, qui, aujourd'hui, représente vraiment mon œuvre. Aujourd'hui, je veux dire, si demain je devais mourir et qu'on devait, et que ma femme et mes enfants devaient euh, symboliser un petit peu ce qu'Aurélien a pu apporter, bah, c'est notamment ça. génial. Donc, pour les hommes, si je reviens maintenant sur le sujet des hommes, parce que l'autre œuvre que j'ai initiée, qui s'appelle le Carré d'Homme, le Carré d'Homme, lui, il est vraiment dédié à des hommes. C'est pas une œuvre c'est pas une œuvre qui est différente des Aventures audacieuses. C'est une œuvre qui est similaire, mais qui s'oriente spécifiquement aux hommes, parce que les hommes, produits de cette société, ont besoin, on a besoin en tant qu'homme, de retrouver notre verticalité. Ça veut dire quoi, retrouver sa verticalité? Ça veut ni plus ni moins dire que, au-delà des injonctions de ce qu'on attend d'un homme, l'homme porte en lui-même une étincelle, une flamme, quelque chose qui l'anime. Et que c'est complètement étouffé et aggloméré par les injonctions, les modèles de cette société. On doit travailler, on doit pourvoir aux besoins de la famille, on doit être... aujourd'hui, l'homme réagit au mouvement féministe, donc réagit avec deux extrêmes, soit être ultra machiste, soit ultra efféminé. Et notre culture aujourd'hui, tout montre, et quand je parle du gendre idéal, je suis ce symbole de l'homme féminisé. Le gendre idéal n'est ni plus ni moins qu'une façon de dire que c'est un homme féminisé. C'est ça quand on dit un gendre idéal. C'est-à-dire celui qui... Plaisir, qui ne fait pas de Exactement. vagues, Exactement. voilà, qui veut se faire aimer, etc., etc. Exactement. Et donc, du coup, les hommes aujourd'hui sont très influencés par des mouvements féministes, féminins, par cette polarité, cette énergie yin qui vient sur Terre de plus en plus, en tout cas qui a toujours été, hein, elle vient pas, pardon, elle a toujours été là, mais c'est juste que il y a cette empreinte qui commence. Et le problème, c'est que l'homme, lui, il ne sait pas comment bien gérer en fait ça. On retrouve du coup beaucoup d'hommes qui se soumettent. Les premiers hommes qui se soumettent, c'est les hommes qui se soumettent aux règles du jeu de cette société. D'autres, donc ça, c'est je veux dire, c'est le niveau zéro, c'est les hommes qui se soumettent à cette société, qui répondent bien, confortablement, sans déborder, à tout ce que la société attend d'eux. Bien travailler, bien payer ses impôts, bien éduquer ses enfants pour qu'ils aient de bonnes notes, donc dans l'école classique, d'être un bon mari qui, lui, paye les vacances, paye le confort, paye le crédit. Très important de payer les crédits. A même investi dans d'autres maisons, etc., parce qu'il faut rembourser des crédits. Sous couvert de ouais, mais je réussis parce que matériellement, j'ai du confort, etc. Oui, c'est une forme de symbole de réussite aussi, quelque C'est part. une. Exactement. Et que je viens pas. J'y mets pas de moralité, en fait, sur le fait de dire que c'est bien ou pas bien. C'est juste que c'est une très bonne manière de réagir à ce que la société attend de toi. La société, elle te promet quoi? Elle te promet du confort. Et toi, tu te soumets à tout jouer les règles du jeu pour répondre à avoir ce confort. Ce confort extérieur, matériel, financier. Rares sont les hommes qui finalement euh, se libèrent. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le Cantal et puis être avec ses brebis. C'est pas ça que je suis en train de dire. Tu peux travailler, payer tes impôts, mais savoir pourquoi tu le fais. Mettre plus de conscience, quelque part. C'est une question effectivement de savoir pourquoi je fais tout ça. Est-ce que je fais ça juste parce que j'ai besoin d'avoir mon petit shoot de plaisir, de divertissement? Ou est-ce que tout ça, c'est une illusion tout ça, hein. C'est qu'un prétexte à venir travailler mon intériorité. Je peux être un bon soldat dans cette société et être un homme libre. Parce que la liberté, elle n'a rien à voir avec le fait que je sois dans le système ou pas dans le système. Ça, c'est une illusion totale. La liberté, elle va dans
quelle que soit la prison dans laquelle je suis, parce que même en dehors du système, je suis dans une autre prison qui s'appelle le corps, qui s'appelle la matière. Le jeu, c'est pas de se dire je suis sorti de la matrice pour pouvoir vivre libre. Non, non, non. Dans la matrice, tu peux être libre. Parce que c'est une question de posture intérieure. Et cette posture intérieure, elle vient et elle s'éclaire par une vision, par quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. La plupart des hommes ne sont pas nourris par une forme de transcendance. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne l'ont jamais vécu. Donc le principe des carrés d'hommes, c'est d'accompagner un homme de passer à je suis mal dans ma vie, dans ma peau, à plutôt que de réagir à ça, du coup, c'est de se dire ah, mais peut-être qu'il y a au-delà de ce marasme d'addiction à laquelle je suis soumis, de besoin de reconnaissance, de course effrénée à la matérialité, à la réussite, au confort, de me dire putain, il y a quelque chose d'autre en toile de fond qui vibre, qui résonne, une petite flamme. Et c'est d'avoir en fait l'opportunité de contacter cette flamme. Et après, avec cette flamme, tu auras le choix, tu peux revenir dans ta vie d'avant, mais tu seras animé par autre chose et du coup, tu donneras un sens nouveau à toutes les épreuves que tu rencontreras. Ou alors te dire, bah, cette flamme-là, je veux l'utiliser pour œuvrer différemment. Dans ces cas-là, encore une fois, éclairé par ta propre flamme intérieure, tu pourras créer ta liberté. Donc c'est ça l'intention des carrés d'hommes, c'est ni plus ni moins que de prendre des hommes qui sont pas bien, qui ont été meurtris par cette situation et par le fait d'avoir été formatés par cette société, donc formatés par les deux extrêmes, et de dire que aujourd'hui si t'es pas bien, c'est super, c'est une très bonne chose que t'ailles pas bien. Qu'est-ce que t'as? Ton problème c'est quoi? C'est le porno? T'es agi par le porno? Super. C'est quoi ton problème à toi? C'est l'alcool, la drogue, le tabac, l'addiction, Au la, la, travail, la- le déploiement. Comment? addiction au travail aussi. Sur le travail, sur les réseaux sociaux. Ton addiction, c'est le fait d'être toujours en proie et en prise à des relations toxiques, d'avoir besoin d'être aimé. Bon, merci. On va célébrer que tu aies cette ombre qui te plombe, parce que c'est elle et c'est à travers elle que tu vas pouvoir aller au plus profond de toi-même pour voir que tu as une flamme à l'intérieur de toi. Tu as quelque chose qui t'anime, qui t'est propre. Tu as quelque chose, une œuvre qui t'est propre à toi. Et que ce que tu vis en tant qu'homme, ces difficultés que tu vis en tant qu'homme sont les meilleures opportunités pour pouvoir aller voir au fond de toi-même. Elle est où ta pleine puissance? Elle est où cette, cette âme qui fait que tu es unique? Pour aller goûter vraiment ce qu'est la liberté, goûter vraiment ce qu'est la richesse, ce qu'est la magie de la vie, c'est l'abondance. Bref, tout ça, on peut y goûter vraiment quand on est passé par ces ombres, donc par ces addictions, ces dépendances, par des épreuves de la vie. On l'utilise, c'est que des prétextes, c'est des moyens que la vie trouve pour nous amener à t'as quelque chose à faire sur Terre, mec. T'es pas juste là pour payer des impôts. T'es pas juste là pour nourrir énergétiquement, dans l'invisible, le pouvoir oligarchique. Non. Ouais, reconnecter l'homme finalement avec sa grande mission, quoi. Enfin, voilà, l'homme est né pour se battre pour des idées, ouais, que comme tu en parles, tu utilises le mot œuvre, je trouve ça vachement intéressant. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si tu as d'autres questions, si tu veux maintenant qu'on étaye sur d'autres choses, mais en tout cas là, ça vous donne, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, mon, mon approche qui est immorale, ou amorale plutôt. Je ne cherche pas à faire des choses pour que ça soit bien ou pas bien. Je cherche à faire des choses qui sont justes par rapport à ma construction de ma réalité. Parce que je sais que tout est illusion. Et de se dire que dans ma réalité, dans mon illusion à moi, l'œuvre que je me donne, c'est effectivement d'être une source d'inspiration, de passer à l'action aussi, de ne pas être juste un être éthéré, c'est-à-dire des- que dans les idées ou les idéaux, dans un idéal, d'être aussi dans le monde réel et de créer des choses, d'incarner des choses, d'incarner des mouvements. J'aime créer des mouvements, des projets qui donnent des mouvements, des élans.
Et ce côté yin dont tu parlais, là, qui est quand même assez présent dans notre société, où voilà, les hommes sont rentrés dans des cases, veulent faire plaisir, etc. Donc, toi, enfin, comment toi, tu as cheminé pour quelque part en arriver là aujourd'hui, pour remettre, je dirais, du yang, de remettre quelque chose de plus masculin, peut-être, d'affirmer dans ta vie. Cheminement. Le premier mot qui me vient, vraiment, c'est une notion de courage. Beaucoup d'hommes se soumettent par manque de courage. Et je n'ai pas envie de leur faire porter la culpabilité de manquer de courage. Je veux leur dire que c'est normal, ils n'ont pas été éduqués à être courageux. Où est-ce qu'on apprend à être courageux? Qui m'a appris à être courageux dans cette société? L'école, en me faisant passer des épreuves? Le sport, en me faisant vivre des... Moi, je suis du rugby, en me faisant vivre du contact physique qui peut être un peu violent. Ouais. Ils sont où les rites de passage? Elles sont où les initiations? Ils sont où ces combats pour les hommes? Ça n'existe plus. On est dans une société où tout va bien. Comment? Fils de... Ouais, cette transmission, elle n'existe plus, quoi. Mon père ne m'a jamais... il m'a jamais accompagné à vivre ce qu'est le danger et guidé, accompagné, à côté, soutenu pour que je vive un danger. Il m'a toujours accompagné pour que je sois surtout à éviter le plus le danger. D'avoir un bon diplôme pour avoir une bonne situation. Donc, nos pères nous ont éduqués à éviter le conflit, à éviter l'épreuve. Je le redis, vous le connaissez, vous l'avez entendu certainement plein de fois, mais nous sommes dans un temps de confort. Le temps de confort crée des hommes faibles. Les hommes faibles vont créer un temps difficile, et on est en train de le vivre. Et ça, dans mes discours, c'est très clair et très précis. Les temps futurs vont être de plus en plus difficiles, mais vraiment, c'est pas juste un petit peu. Très difficile. Et c'est pas nos générations futures. Nous allons les vivre, ces temps très difficiles. Et pour autant, je suis quelqu'un de très optimiste, mais très lucide sur notre futur. Nous allons vivre des temps difficiles. Ces temps difficiles vont créer des hommes plus forts. Ces hommes plus forts vont du coup derrière recréer une société plus confortable. Et cette société confortable repartira à recréer des hommes plus faibles. Donc, c'est un cycle perpétuel. On est en train de vivre aujourd'hui une féminisation qui amène une faiblesse, certains diraient une vulnérabilité finalement, puisque la partie yin, c'est sa partie de vulnérabilité. Maintenant, si je sors des codes moraux en disant c'est mieux de dire vulnérable que faible, bon, la faiblesse, c'est une énergie yin. Une morale, c'est pas de dire c'est bien ou pas bien, comme ça. Bon, nous sommes dans un temps yin de faiblesse qui crée des hommes faibles. Les hommes sont faibles. La plupart des hommes que je rencontre sont faibles. Et c'est pas méchant. Je suis très probablement faible au regard d'autres hommes sur cette planète. Parce que on est combien de millions de personnes à vivre le confort qu'on vit? Peanuts, 1 milliard, je ne sais même pas si on est 1 milliard. C'est quoi les 6 autres milliards, ils vivent quoi? Bah, ils vivent autre chose. Hein. Les hommes, ils ne se posent pas la question d'être homme ou femme, en fait. Ils se posent la question d'incarner ce qu'ils ont à incarner pour répondre aux besoins de vivre, en fait. Je t'entends pas. De survie, même des fois. C'est pas des fois, hein, c'est 3 quarts de la population. Donc, c'est ça qui manque à des hommes aujourd'hui, c'est juste de courage. Le carré d'hommes, c'est un camp de formation pour gagner en courage. Et puis, on va pas les jouer les guignols à faire des stages de commando, en fait. Pour moi, ça, c'est
Oui, mais tu m'amènes n'importe où, tu me mets une personne à combattre, tu m'amènes, je vais le faire. Mais il n'est pas là le combat. Alors, tu les amènes où, Aurélien? Ces hommes, ces hommes, c'est justement aller explorer leurs ombres. C'est justement aller rencontrer leurs ombres, leurs blessures, leur, leur perversité, leur, leur colère, leur culpabilité, leur force. C'est un agglomérat d'éléments dont un homme a besoin, c'est-à-dire d'aller rencontrer sa vérité. Et la vérité est difficile à accepter. La vérité, elle est tranchante. Elle fait mal souvent, la vérité. C'est pour ça qu'on est dans une société de manipulation où on travestit tout pour ne pas dire la vérité. Parce que la vérité fait mal, est difficile. La population française, s'ils étaient au fait de ce qui se trame vraiment, ils ne seraient pas en train de se poser la question de savoir si oui ou non je vais me divertir demain, en fait. Ils seraient en train de se poser la question, comment je prépare ce qui va arriver? Comment je prépare ce qui va arriver? Ce que je prépare, et ma manière à moi de préparer ce qui va arriver, c'est de me forger intérieurement. C'est de fédérer des personnes, de savoir fédérer des gens. Parce que quand on va arriver dans un système de chaos, qui va arriver très prochainement, très probablement, la question ne sera pas de se dire est-ce que j'ai de l'argent ou pas. C'est est-ce que j'ai la capacité à savoir fédérer autour de moi pour subvenir aux besoins de ma famille. Et ça, c'est une posture yang, en fait. Une femme peut aussi avoir ça. Et beaucoup de femmes ont ça aussi. Mais en tant qu'homme, le, le courage n'est pas du tout d'aller c'est d'aller plonger dans ces ombres pour pouvoir les accepter, les intégrer et d'être le plus possible, avec toute humilité, puisque bien entendu que je ne suis pas là où j'aspirais être encore, parce que j'ai encore des ombres qui agissent beaucoup en moi, mais d'être dans sa pleine vérité. Et un homme dans sa vérité est un homme stable, solide, vertical, qui rassure, qui sécurise, sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, Pas une question d'argent. tu assumes qui il est, toutes ces facettes. Beaucoup d'hommes aujourd'hui dans notre société, je vois la plupart, pas beaucoup, mais la plupart des hommes, alors indépendamment de leur physique, est-ce qu'ils sont physiquement bien solides, mais la plupart des hommes n'ont pas une stabilité parce qu'ils ne vivent pas dans la pleine vérité. Ils se soumettent souvent à leur femme, ils se soumettent souvent à leur patron, à l'État. Un homme vrai ne se soumet pas à quiconque. La seule chose à laquelle il répond, c'est à des valeurs qui font partie d'une intériorité, de quelque chose qui nous dépasse en fait. Des valeurs transcendantales, hein. Des valeurs qui aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose. Alors, Des valeurs comme... Hmm. je dirais, quel est le chemin pour arriver à cet endroit-là, donc accepter mes ombres, c'est pouvoir en parler avec vulnérabilité, c'est quoi le chemin Ouais, c'est reconnaître. C'est le chemin, le premier chemin, c'est un moment où il faut fissurer l'armure. Et fissurer l'armure, ça vient souvent de l'extérieur au départ. Un burn-out, un licenciement, un divorce, une maladie, et le moyen, le prétexte qui va venir fendre la carapace. Après, donc ça c'est une première étape. La plupart des hommes qui vont être sensibles à mon message sont des hommes qui ont été touchés dans leur carapace. Les hommes bien blindés qui sont encore à 10 milieux de tout ce que je dis, ils vont pas être sensibles par mon message, ils vont me prendre pour un perché, ils vont me prendre pour un... Je sais pas pourquoi, peu importe. Mais les seules personnes qui vont être touchées sont des personnes qui ont eu une épreuve de la vie qui les ont amenés à mettre le genou à terre. C'est c'est à ce moment-là où le chemin peut s'ouvrir à toi, en fait. Parce qu'avant ça, tu es dans l'illusion. Tu es dans ton confort, dans ton illusion de réussite extérieure, sociale, matérielle, financière. Donc, tu es dans cette illusion et en fait, tu vois pas.
Parce que tu ne vois pas avec le cœur. C'est qu'en voyant avec le cœur que tu peux entreprendre ce chemin-là. Donc, du coup, ça veut dire, et voir avec le cœur, c'est qu'il faut qu'il y ait un moment que ça se fêle. Si sa carapace, elle s'ouvre pour qu'il puisse y avoir de la lumière qui rentre à l'intérieur ou qui en sorte. Et après, le chemin, il va être propre à chacun. Mon chemin à moi, ça a été de toujours faire confiance un petit peu à mes élans. Donc, j'ai été forgé par mes propres projets, par mes propres initiations, par mes propres échecs, mes essais, mes expériences qui m'ont toujours venu affûter de travailler avec des hommes, d'autres hommes. Il y a plein d'autres, il y a plein de propositions d'hommes qui se font. Moi, notamment, ça a été le MKP, qui a été, euh, ça n'a pas été l'élément déclencheur du tout. C'était une expérience parmi d'autres. Je crois que vraiment, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est la philosophie qui s'appelle la Nouvelle Acropole, qui est très décriée, très critiquée sur le devant de la scène. Et moi, pour y avoir été à l'intérieur, pour être en lien avec des gens de ce mouvement, il y a des ombres, comme partout, comme dans toute organisation. Il y a des ombres toujours, et ça fait partie de la vie. Parce qu'initialement, c'est créé par un homme. Donc, si c'est créé par un homme, c'est créé par les deux polarités. Donc, il y a des ombres, il y a toujours des pendants qui sont. Mais globalement, mon chemin, mes grilles de lecture, ma connaissance de moi, je le dois pratiquement exclusivement à la Nouvelle Acropole. Donc, ça fait très longtemps que j'y suis plus. Hein. Et que je suis très détendu à en parler parce que on peut trouver plein de choses dessus. Pour y avoir été à l'intérieur très proche de cœur, ça a été la seule organisation qui m'a permis de pouvoir vivre une transcendance. Et après, une fois qu'on a vécu une fois sa transcendance, après, on est responsable de sa lumière. On est responsable de sa flamme. Et donc, du coup, ça demande à l'homme de savoir nourrir, entretenir cette flamme. Donc, après, j'ai eu ça, j'ai eu toutes les expériences que j'ai pu vivre, en fait, ont été toujours guidées par cette flamme, guidées par cette conscience qui m'amène toujours à me dire cette épreuve, il y a du sens. Quelles ont été mes ombres qui m'ont amené à vivre cette épreuve? Mettre en lumière cette ombre. Et ensuite, derrière cette mise en lumière, de pouvoir justement continuer à, à empuissancer finalement mon âme, ma personnalité, qui je suis sur Terre, dans cette illusion, d'empuissancer pour pouvoir continuer à œuvrer en fait. Je te donne pas je t'ai pas donné une recette parce qu'il n'y a pas de recette. Pour moi, la recette, c'est un moment où quand tu contactes avec cette chose intérieure, c'est ta responsabilité de l'entretenir. Et de ne pas projeter sur un guide, sur une personne, sur une organisation. Non, non, tu es le seul responsable. Sa souveraineté et quelque part, on a le même cheminement à faire, hommes et femmes. Hein. Bien sûr. Moi, je dirais, moi, ça résonne aussi ce que tu dis. Moi, il y a une forme aussi d'armure qui a été, je dirais, endommagée par les épreuves de la vie et qui, à un moment donné, permettent aussi d'entrer la lumière et permet d'aller connecter à qui je suis vraiment. Et tu vois, moi, c'est marrant parce que tu parles des hommes qui ont besoin de retrouver, enfin, qui sont très féminisés, qui ont besoin de retrouver leur yang. Et je pense côté femme, enfin, moi, ça a été mon cheminement. J'étais un peu trop dans l'énergie, dans une énergie masculine, quelque part, parce que besoin de trouver ma place, etc., dans un monde professionnel, etc., etc., comme ça c'est dans ma vie d'avant. Et, et cette carapace, quand elle s'est brisée, ça m'a permis de me reconnecter à mon yin, à mon féminin, en fait. Bien sûr. Mhm. À un moment donné, je pense on est un peu dans cette transition dans la société aussi, que chacun puisse rééquilibrer ses énergies à l'intérieur de soi pour qu'on puisse, à mon sens, avancer la main dans la main. Quoi. Mhm. Yes. Et tout à l'heure, tu parlais
tu parlais aussi, enfin, je ne sais plus si on en parlait en off ou pas, de dépendance affective. Mm. Comment, comment, en tant qu'homme, je sors de ça? Mm. Comment, voilà, quelle clé, quel conseil tu aurais envie de donner par rapport à ça pour, La notion de dépendance affective, en fait, pour en parler, et ce que je trouve intéressant, c'est de toucher aussi tous les hommes pour dire que beaucoup d'hommes sont touchés par des formes de dépendance. On disait tout à l'heure, que ce soit le porno. Ça, c'est un truc que j'ai été très surpris. Moi, j'ai pas été touché par cette dépendance ou cette addiction, ou même cette expérience d'être agi par ça. Mais j'étais très surpris la première fois que j'ai créé un groupe d'hommes où j'ai vu que c'était quelque chose qui était très présent. Et de voir que tous les cercles d'hommes que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui est très, très présent. Pardon. Quelque chose qui est très présent au prix de la vie d'un homme, et donc du coup, et que je vois toujours plus avec l'âge allant, passant, c'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus. Aujourd'hui, c'est même dramatique, puisque aujourd'hui, c'est même nos jeunes qui sont sujets à ça, de manière à partir de l'âge de 12-13 ans, ils font déjà 1 heure de porno par mois. J'ai vu une étude dernièrement, c'est dramatique. Plus de la moitié des jeunes de 12 à 13 ans consomment régulièrement du porno. C'est dramatique, pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà du plaisir instantané, je veux dire, ça, c'est pas ça le problème du tout. C'est les constructions mentales qui s'impriment dans l'inconscient, individuel et collectif. C'est dramatique. Dramatique pour la femme, dramatique pour l'homme, dramatique pour le couple. Vraiment. Bref, tout ça pour dire que ce soit le porno, l'alcool, l'alcool mondain, l'alcool dur, mondain, l'alcool occasionnel mais régulière, euh, régulier, le tabac, le joint, tu parlais du travail aussi, les réseaux sociaux maintenant. Toutes ces addictions et ces dépendances cachent une dépendance presque ultime. La dépendance au sucre aussi. Ça, j'ai un gros volet à traiter sur ce sujet-là. Toutes ces dépendances cachent une dépendance ultime qui est la dépendance affective. Ce besoin d'être reconnu, aimé de sa maman, de ses parents, c'est une blessure qu'on a depuis tout petit et qu'on va passer notre vie à guérir en fait. En fait, on ne fait que passer notre vie à guérir finalement, à vivre pas guérir plutôt. On passe notre vie à vivre des expériences qui vont nous ramener à vivre des expériences non intégrées de notre enfance. Donc on passe notre vie à vivre des boucles tant qu'on ne les a pas intégrées. Et on fera, parce que tous les divorces, toutes les séparations que je vois à mon plus grand désarroi, ça cache quoi? Ça guérit rien, parce qu'en fait, les gens qui ne transmutent pas leurs épreuves sentimentales de couple, qui est le plus beau des miroirs, donc du coup est juste la réflexion de qui nous sommes, vont le vivre différemment avec une autre personne, avec un autre décor, un autre contexte, mais ce sera probablement la même chose. Donc, on ne fait que ça, et en fait, les substituts vont être notamment le travail, le porno, le sexe, l'argent, le sucre, l'alimentation, etc. Comment on s'en libérer? Bah, en fait, on ne s'en libère pas vraiment, en fait. On ne se libère pas d'une dépendance, d'une addiction. On fait un choix différent. On utilise le, le... C'est encore un prétexte pour expérimenter d'autres choses. Bien entendu que je ne suis pas indépendant d'une quelconque forme d'affection. Je suis dépendant parce que par principe, je suis un être humain, un être social, un être grégaire qui a besoin des autres. Tout seul, à notre niveau d'humanité, on ne peut pas vivre. À un autre niveau, on pourrait. Notamment, c'est pour ça que je te disais sur l'histoire de l'alimentation, j'ai eu la chance de vivre une expérience pranique,
de vivre sans alimentation physique pendant plus de 90 jours, à peu près 3 mois. Dans un contexte particulier, qui m'a permis de pouvoir goûter à une des dernières dépendances mentales, qui est on a besoin de manger pour vivre. Quand on se libère de cette projection mentale qui est qu'on a besoin de manger pour vivre, mais qu'on voit qu'on peut vivre sans manger, là, tu peux vivre en fait ce qu'est la vraie libération émotionnelle. Et du coup, tu peux commencer à vivre ce qu'est cette indépendance affective. Parce que pour le coup, tu n'es plus dépendant de quoi que ce soit, tu n'as plus besoin de manger. Quand tu n'as plus besoin de manger, tu te libères. J'avais fait une conférence là-dessus où je demandais au public en disant, je leur disais, imaginez notre société actuelle si on n'avait pas besoin de manger physiquement. T'enlèves les restaurants, t'enlèves les supermarchés, t'enlèves les champs, t'enlèves le bétail. Mais t'imagines en fait, Ça libère énormément de temps. on aurait une réalité qui serait, mais je pense qu'on on peut même pas la concevoir, la réalité dans laquelle on serait si on n'avait pas besoin de se nourrir physiquement. Et pour autant, je peux vous l'assurer, vous l'attester, on n'a pas besoin de manger pour vivre. Maintenant, j'ai entendu moult fois cette réflexion. Oui, mais si on n'avait pas besoin de manger, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de gens qui meurent de faim. J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas s'alimenter. J'ai dit qu'on peut ne pas manger de nourriture physique. Mais on ne peut pas vivre sans s'alimenter, effectivement. Mais on peut se nourrir de plein d'autres choses que d'alimentation physique. On peut se nourrir, avant toute chose, notamment, de l'affection. Qu'est-ce qui se passe quand on passe un bon moment avec une personne? On se sent nourri. C'est même quelque chose qu'on se dit, oh, putain, là, ah, ça fait du bien, ça m'a nourri. Cet échange, cette rencontre, cette, euh, cette rencontre avec la fleur, cette rencontre avec un auteur, avec son ouvrage, avec cette lecture, ça m'a nourri, je me suis senti nourri. On se nourrit de plein d'autres choses que la nourriture physique. Et qu'aujourd'hui, vraiment, je l'atteste, non, et pas scientifiquement, excusez-moi, mais que 90% de ce qui nous nourrit, de la nourriture physique, nourrit pas notre besoin profond d'alimentation. Ça nourrit nos corps émotionnels, nos charges émotionnelles, ça nourrit nos ombres, ça nourrit nos besoins affectifs, ça nourrit nos habitudes. Ça nourrit pas vraiment notre corps physique. Parce que la nourriture et l'alimentation qu'on a aujourd'hui est tellement pauvre en richesse nutritive que ce qu'on mange sur un plat, sur un repas, 10% aurait pu suffire largement à apporter les nutriments dont notre corps a besoin. Le reste, c'est de la nourriture émotionnelle. C'est bon, parce que c'est beau, c'est bon pour les yeux, parce que j'ai une charge affective sur l'aliment. Qu'est-ce qu'on fait quand on fête des choses? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut fêter quelque chose, célébrer quelque chose? On mange. Qu'est-ce qu'on fait quand on est triste, ça va pas du tout? On mange. Moi, je jeûne très régulièrement, donc c'est pas génial hein, pour le corps. Mais il y a des gens pour qui c'est inconcevable dans le sens où manger égale plaisir et convivialité, en fait. Il y a cette notion-là qui Il y a la notion de plaisir. plaisir et de convivialité. Est-ce que notre temps, il est convivial ou il n'est pas convivial là? Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais il y a des gens qui vont. Oui, on est d'accord. Mais pour autant, on mange pas là. Non, mais il y a beaucoup de gens qui associent la nourriture à ça, en fait. Ah, mais bien sûr. Ah, mais alors là, je te rejoins à 1000%. En fait, bien sûr que c'est pour ça que je disais que j'attribue ça à une alimentation émotionnelle. Parce que ça, c'est encore une fois, J'ai c'est besoin d'être autour de la nourriture pour passer un moment plaisir et convivial. exactement. Ou j'ai besoin C'est un prétexte. d'alcool pour Mais, m'amuser, ce qui est complètement. mais encore une fois, je n'y mets pas de moralité. Je suis pas en train de dire c'est pas bien, il faut pas manger. C'est pas ça que je dis du tout. Je mange. Je mange. Donc, Après, l'expérience, l'expérience. mm. Ok, ok, Aurélien. Qu'est-ce que tu auras envie de, quel message tu auras envie de donner là pour terminer ce témoignage, cette interview, voilà, qui soit un petit peu
résumer, si on peut résumer ce que tu nous as partagé, mais voilà, quel message tu as envie de porter justement pour les hommes là, qui vont écouter cette vidéo? Je pense que le message il est très clair tout le long de cette discussion. Je pense il est assez clair. Le message que j'ai à transmettre, c'est vous êtes plus que ce que vous croyez. Et ce à quoi vous aspirez, c'est possible. Toutes les visions, les projections, les rêves que vous pouvez imaginer, qu'ils soient matériels, qu'ils soient succès, qu'ils soient peu importe, ils sont réalisables. Sinon, vous n'aurez pas accès, sinon vous n'irez pas dans votre pensée, vous n'aurez pas pu le capter, ces idées-là. La seule chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est des hommes courageux, qui travaillent la vertu verticale, yang, qui permet de pouvoir bâtir un nouveau monde. Ce monde-là, c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour honorer ce qui nous a été transmis, pour nos parents, merci à eux, nos grands-parents, merci à eux, de célébrer ces gens qui ont œuvré à leur manière pour faire qu'on est ici à expérimenter à notre tour ce qu'est la vie. Et nous, dans ces temps de chaos qui vont arriver et puis qui sont en train d'arriver, de nous, justement, le prendre comme étant la meilleure opportunité pour pouvoir justement se verticaliser, connecter à notre plus grande force, nous empuissancer en tant qu'hommes. Et du coup, de donner un merveilleux sens au fait qu'il existe des hommes et des femmes. Sinon, si on n'a pas des œuvres spécifiques et particulières à apporter, pourquoi on serait nés différents? On serait nés tous pareils. On est nés différents parce qu'on a des œuvres différentes. Il n'y a rien de plus beau, enthousiasmant, inspirant, empuissançant, attractif, magnétique qu'un homme qui se met en marche vis-à-vis de sa trajectoire. Donc, des hommes qui sont en quête, qui sont célibataires, qui sont en quête qui se retrouvent dans des situations de vie de couple où ils sont malheureux, n'attendez pas que les autres changent. N'attendez pas que votre compagne, redressez-vous, relevez-vous et avancez. Allez explorer vos ombres. Allez justement faire preuve de plus de courage dans votre vie. Faites preuve d'audace. Et vous allez voir d'un coup que, indépendamment des résultats financiers, matériels, de confort extérieur, vous allez goûter à ce qu'est la vie d'un homme libre et heureux. Et de passer de la recherche de cet homme parfait à devenir un parfait homme. Allumer la flamme. Eh bien, je te remercie, Aurélien, pour tous ces partages. N'hésitez pas à réagir, à commenter sous la vidéo, à poser des questions. Si vous avez besoin de poser des questions, à aller voir ces fameux carrés d'hommes que Aurélien propose. Voilà, je pense que c'est vraiment des pistes pour se mettre en marche, en fait. Et les aventures audacieuses aussi. Allez voir aussi ce que sont les aventures audacieuses. C'est des choses qui nourrissent ça. Merci à toi, Virginie. Aurélien, et puis bon chemin à toi et merci pour ton témoignage et toutes ces belles clés que tu as transmises aujourd'hui. Ciao, Merci, ciao. Virginie. Merci à toi et à ta communauté. Ciao.